Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne le brevet blanc qu'on avait donné à nos élèves au mois de janvier 2024. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'exercice 1 qui était un QCM, donc questionnaire à choix multiples, dans lequel à chaque fois il n'y a qu'une seule réponse qui est exacte. On ne me demande pas de justifier, mais évidemment, je vais le faire parce qu'on est là pour apprendre. Donc, première question, on vous propose un nombre, 13 420, et on me demande si c'est un nombre en écriture scientifique. Bon, ben, je vais réécrire ce nombre. Donc, 13 420. 13 420, je vais mettre ça sous forme d'une écriture scientifique. Donc, je vais placer la virgule entre le 1 et le 3, de façon à obtenir un nombre qui est compris entre 1 et 10. Puis ensuite, comme j'ai décalé ma virgule, enfin mes chiffres plutôt, 1, 2, 3, 4 fois, je vais avoir un 10 exposant 4 qui apparaît. Alors pourquoi 4 et pas moins 4? Ben, tout simplement parce que le nombre était grand, on va dire, et il est devenu plus petit qu'il n'était au départ. Donc ça va être une puissance positive. Quand le nombre était petit, c'est-à-dire 0, quelque chose, et qu'il devient compris entre 1 et 10, dans ce cas-là, votre puissance, elle va être négative. Donc la question 1, la réponse, c'était donc la B. Ensuite, question 2. Donc question 2, on a relevé en mètres les 11 meilleures performances du lancer de marteau chez les hommes. Et donc là, vous avez la liste, et on vous demande la médiane. Alors si vous regardez bien la liste, elle est déjà classée par ordre croissant, donc ils sont déjà ordonnés, donc il n'y a pas de piège. Si je compte le nombre de valeurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on est dans la configuration où je vais avoir un paquet de 5 valeurs, un autre paquet de 5 valeurs, et puis je vais avoir une valeur toute seule qui va être la médiane que je cherche. Donc finalement, je cherche la sixième valeur. Donc si je les regarde dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième c'est le 85,74. 85,74. Donc ça c'est la réponse A. Question 3. Question 3, on est sur de la géométrie. Quelle est l'image du motif gris par la symétrie d'axe D? Alors symétrie d'axe D, hein, c'est un pliage. Donc ça veut dire que si on replie la rosace sur elle-même, par rapport à la droite D qui est là, le gris ici va venir sur le 5 qui est en face par rapport à la droite D. Donc c'est le motif 5, c'est-à-dire la réponse C. Pour ce qui est de la question 4, on me demande quelle est l'image du motif gris par la rotation de centre haut et dans 90 degrés dans le sens anti-horaire. Donc sens anti-horaire, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est ce sens-là. Le centre haut, c'est le centre de mon... alors, c'est pas indiqué en fait, mais c'est le centre de ma rosace. Et 90 degrés, ça veut dire que ça doit former un angle droit. Donc, on part du motif gris et on va faire un angle droit dans le sens donc anti-horaire. Donc là, ça veut dire que si on prend son équerre sur son sujet, on va se rendre compte qu'on va se retrouver sur le 12. Et le 12, c'est la réponse B. Question 5. On a une fonction qui a x associe 3x moins 2 et je voudrais l'image de moins 4. Bon, ben on va remplacer x par moins 4. Hein. Donc f de moins 4, ça va faire 3 fois moins 4, moins 2. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et moins 12 moins 2, ça fait moins 14. Donc l'image de moins 4, c'est moins 14, c'est la réponse A. Question 6. Alors la question 6, c'est combien font moins 5 au cube? Alors, comme il y a des parenthèses autour du moins 5, ça veut dire que c'est le moins 5 qui est au cube et pas juste le 5. Donc, c'est égal à moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Alors, 5 fois 5 fois 5, ça fait déjà 125. Et maintenant, il faut s'occuper du signe. Donc là, des signes, des signes négatifs, j'en ai 1, 2, 3. Comme c'est un nombre impair, je mettrai un moins, puisque j'ai 3 moins. Voilà pour l'exercice 1, on va passer au 2. Donc un exercice sur Scratch dans lequel on nous donne une figure. La première partie est pas liée à Scratch, c'est juste de la géométrie. Donc partie A, première question, déterminer la mesure de l'angle PSL. Donc l'angle PSL, c'est l'angle qui est ici dans la pointe vers le S. Donc on nous dit dans l'énoncé que les triangles SLP, donc celui-là et puis PAL, celui-là, sont des triangles équilatéraux. Alors, il faut savoir que dans des triangles équilatéraux, les trois angles sont identiques.
Et comme les trois angles d'un triangle, la somme des trois angles d'un triangle doit faire 180 degrés, eh bien on sait que chaque angle d'un triangle équilatéral doit faire 60 degrés. Donc ici, la réponse est 60 degrés. Question numéro 2. Quelle est l'image du cerf-volant 2 par la symétrie d'axe PL? On ne demande pas de justification. Donc la droite PL, c'est la droite qui passe en plein milieu ici. Ici, moi, je voudrais l'image du cerf-volant 2 qui est ici, donc la forme qui est là. Et comme c'est un pliage sur PL, ben, on va se retrouver en face, c'est-à-dire sur le cerf-volant numéro 5. Ensuite, sur la question 3, on me demande de déterminer par quelle transformation je peux passer du cerf-volant 1 au cerf-volant 6. Alors ici, j'ai deux options. Première option, la plus simple, c'est de se dire, ok, le 1 a fait un demi-tour sur lui-même autour du point J et on est tombé sur le 6. Ça veut dire finalement que c'est une symétrie centrale. Dans ce cas-là, on va mettre symétrie centrale de centre. Et là, on précise le centre, c'est J. Ou alors, on peut aussi dire que c'est une rotation, puisqu'une symétrie centrale, c'est ni plus ni moins qu'une rotation. Donc, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, on peut dire rotation de centre. Donc, la même chose, hein, centre J. Sauf que là, il faut préciser l'angle. L'angle, donc on fait un demi-tour, du coup, c'est 180 degrés. Et puis, le sens, ben, ça n'a pas d'importance. Parce que le sens que tu tournes sur le sens horaire ou le sens anti-horaire, ben ça revient au même quand tu fais un angle de 180 degrés. Puisque que tu viennes par le haut ou par le bas, tu vas retomber sur le 6. Voyons voir la partie B. Donc dans la partie B, on a trois élèves, Essia, Nicolas et Thiago, qui veulent construire donc, le cerf-volant qui est là. Et donc ils ont essayé de faire trois programmes différents. Donc la première question, ça va être donc de tracer le cerf-volant que Nicolas il obtient en prenant 1 cm pour 100 pas. Donc ça c'est pour voir si vous arrivez à comprendre les commandes qui sont là. Alors ça n'a pas été précisé ici, mais en fait de base le programme s'oriente à 90 degrés, donc on part toujours vers la droite. Donc on avance de 300 pas. Donc comme on me demande de prendre 1 cm pour 100 pas, évidemment 300 pas ça va faire 3 cm. Donc on va faire un segment de 3 cm. Donc là, on est ici. Ensuite, on fait un angle de 120 degrés. Alors, quand on fait un angle de 120 degrés, ça veut dire qu'on va tourner dans ce sens-là, comme ça, de 120 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on va repartir par ici. On va avancer de 3 cm, de nouveau, puisque 300 pas. Donc, ça va donner ça. Alors, je précise simplement que quand on tourne de 120 degrés, ça veut dire qu'on tourne de 120 degrés par rapport à la ligne droite. Donc, il y a 120 degrés ici. Et donc, du coup, comme là, ça fait un angle plat, ça veut dire que là, ça va me former un angle de 60 degrés. Ensuite, on recommence à tourner de 120 degrés. Donc, on va retourner dans ce sens-là. Donc là, ça va faire la même chose. Hein. Du coup, on va former un angle droit ici de 60. Et donc là, tu commences à comprendre que si je refais 3 cm, je vais me retrouver là où j'ai commencé, puisqu'en fait, je suis en train de faire un triangle équilatéral, 60 degrés dans chaque angle. Et donc Nicolas, il n'obtient pas du tout un cerf-volant, il obtient un triangle équilatéral, de côté 3 cm. Et enfin, on nous dit qu'il y a un script qui est correct, qui permet d'obtenir la figure qui est en haut. Donc évidemment, ce n'est pas celui de Nicolas, donc on a le choix entre Essia et Thiago. Donc pour ça, il suffit d'être un peu observateur. Donc, dans le programme d'Essia, on avance de 300, on fait un angle droit. On avance de 173, on fait un angle de 60, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette figure, on l'a fait dans le sens, en commençant par là, hein, on tourne. Donc, on va faire d'abord cette longueur-là, puis ces deux-là, puis celle-là. Après, on aurait pu commencer là. Hein. Mais il faut qu'à un moment donné, quand vous faites le tour de la figure, vous ayez d'affilée deux longueurs identiques. Soit ces deux-là, soit ces deux-là. Donc là, si vous regardez le programme de Essia, elle fait un coup 300 pas, 173, 173, 300. Donc là, elle a deux valeurs identiques l'une après l'autre. Alors que sur celui de Thiago, vous avez 173, 300, 173, 300. Et ça, c'est pas possible puisque vous avez à chaque fois deux mesures identiques qui suivent. Donc là, déjà, juste avec ça, je sais que ça peut pas être celui de Thiago. Ensuite, si j'ai besoin d'une autre justification, il suffit en fait de suivre le programme avec les angles. L'angle de 60 degrés. Donc l'angle de 60 degrés, c'est comme ici, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une direction et que vous tournez de 60 degrés,
Ça veut dire que vous allez laisser 60 degrés par rapport à la ligne droite et faire un angle de 120. En fait, ce sont les angles qu'on retrouve ici, là. C'est celui-là. Donc, si je prends celui-là, celui des SIA, donc ça donnerait, j'avance de 3, enfin 300, donc 3 cm. Je vais faire un angle droit ici, donc je vais avancer de 173, donc ça fait 1,73 cm. Ensuite, ici, elle fait son angle de 60 degrés, donc ça me donne cette situation-là. J'avance de nouveau de 173, donc là j'ai les deux longueurs identiques. Puis je fais mon angle droit, donc c'est l'angle qu'on voit tout en haut là. On avance de 300, donc normalement on rejoint, si tout va bien, ce qu'on avait fait au début. Alors que pour l'autre, on commence par 173, donc ça c'était pour ici, hein. 173, donc 1,73 cm, puis 60 degrés, donc là vous allez avoir votre angle très ouvert, avec ici 3 cm, ensuite 90 degrés ici avec 173, et puis de nouveau 120 degrés, et donc là on va avoir un truc comme ça ressemble pas du tout à la figure qu'on a. Donc la figure va pas se fermer. Donc le bon programme c'est celui des SIA. Et là on a fini l'exercice 2, donc on va passer au 3. Alors l'exercice du passage piéton c'est un classique. Donc l'histoire c'est Julien qui est en retard pour aller rejoindre ses amis. Et donc pour aller plus vite il va traverser son passage piéton en diagonale, chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et du coup, on s'intéresse au temps qu'il va mettre pour traverser en diagonale, comparé à quelqu'un qui va suivre le trottoir et le passage piéton. Donc, il va falloir déjà trouver la longueur de cette diagonale qui s'appelle FJ. Donc, si je fais un schéma, ça ressemble à ça. Ici, j'ai un triangle rectangle. Donc, j'ai le point K, le point F et le point J. Je mets les longueurs. J'ai 15 mètres ici et puis 8 mètres ici. Donc, pour calculer le temps qu'il va mettre pour faire ça, j'ai déjà les longueurs. Par contre, je n'ai pas la longueur ici. Il va falloir que je la calcule. Pour ça, je vais utiliser le théorème de Pythagore. J'ai le droit parce que le triangle est rectangle. Donc, on commence par rédiger. Le triangle FKJ est rectangle en K. Ensuite, on dit qu'on utilise le théorème de Pythagore. J'utilise le théorème de Pythagore. Et donc le théorème de Pythagore te permet d'écrire que FJ au carré doit être égal, donc c'est la plus grande longueur qui doit être égale aux deux autres longueurs au carré. Donc là, ça doit faire 8 au carré plus 15 au carré. Alors, FJ carré, du coup, c'est égal à 64, 8 fois 8 plus 15 fois 15, 225. Et ça fait 269. 89, pardon. Je fais la racine carrée de ce 289 pour trouver la valeur de FJ, puisque là, c'est la valeur de FJ au carré. Donc, FJ égale racine carrée de 289. Si tu le fais avec ta calculatrice, tu vas trouver 17 mètres. Donc, entre F et J, il y a 17 mètres. Ensuite, il va falloir trouver combien de temps on met pour faire donc, les 17 mètres comparé aux 15 plus 8, 23 mètres. Sachant que dans l'exercice, il y a noté ici que le piéton il met 10 mètres pour 9 secondes. Bon, alors je vais faire tout bêtement un tableau de proportionnalité, hein, puisqu'on va considérer que le piéton va toujours à la même vitesse et que c'est une situation de proportionnalité. Donc j'ai le temps en secondes que ça va me prendre. Ensuite, en dessous, je mets la distance. Donc on me dit 9 secondes, 10 mètres. Donc la distance en mètres, j'ai pas précisé, et le temps en secondes. Alors, en gros, tu as plusieurs façons de faire, hein. Soit tu calcules le temps pour faire les 8 plus 15 mètres, et le temps pour faire 17 mètres, et après tu cherches la différence. Ou alors tu cherches simplement le temps que tu vas mettre pour faire les mètres supplémentaires. C'est-à-dire que là, celui qui va faire 17 mètres va faire puisque l'autre va faire 23 mètres. 8 plus 15, ça fait 23 mètres. La personne qui va faire en diagonale va faire du coup 6 mètres de moins. Et donc, en gros, l'exercice, ça revient à chercher combien de temps on va mettre pour faire ces 6 mètres. Donc 6 mètres. Et je cherche la valeur qui me manque ici. Donc là, on est sur une règle de 3. Je vais simplement faire 9 fois 6 et je divise ça par 10.
9 fois 6, ça fait 54. 54 divisé par 10, ça fait 5,4. Donc, la personne qui va traverser en diagonale va gagner, entre guillemets, 5,4 secondes. Donc, Julien va gagner 5,4 secondes en faisant 6 mètres de moins. Mais il va risquer sa vie. Est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de me le dire. Allez, on y va pour l'exercice suivant, le 4. Alors, les ballotins, donc c'est une notion de partage, hein, c'est un grand classique du brevet. Donc, on a deux personnes qui ont acheté des dragées pour leur mariage, des roses et des blancs, et ils veulent faire des petits paquets avec, de sorte que vous ayez à chaque fois la même chose dans chaque petit ballotin, et de façon à ce que tous les dragées soient utilisés à la fin. Donc, première question pour voir si vous avez compris, est-ce qu'on peut faire 21 ballotins? Ben là, il suffit d'essayer. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais faire 630, ça c'est les dragées roses, divisé par 21 pour voir si ça se partage en 21. Je vais faire la même chose avec les 810 dragées de couleur blanche. Donc, je prends ma calculatrice et j'essaye. Alors, 630, si je me souviens bien, ça marche, puisque ça va faire 30 dragées dans chaque ballotin. Par contre, là, ça ne va pas fonctionner. Ça va faire 38,57, quelque chose comme ça. 38,57, ce qui n'est pas possible, puisque ça veut dire qu'il y a des dragées qui vont être laissées de côté. Donc non, c'est pas possible de réaliser 21 ballotins. Question 2, donc là, il faut décomposer en produit de facteur premier 630 et 810. Vous sentez venir le partage. Donc 630, je peux diviser ça par 2. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de diviser que par des nombres premiers, puisqu'on veut une décomposition produit de facteur premier, donc des nombres premiers. Donc divisé par 2, ça fait 315. Évidemment, ce que je fais de tête, vous pouvez le faire à la calculatrice, il n'y a pas de problème, mais ça se fait parfaitement de tête. Donc ici, je peux diviser par 5, ça va me donner 63, que je divise par 3. Ça me donne 21. Je peux diviser par 3 encore. Ça me donne 7. Puis je divise par 7. Ça me donne 1. Donc la décomposition, elle est là. Donc on l'écrit, hein, puisqu'on me la demande. 630, c'est égal à 2 fois 3 au carré, puisqu'il y en a 2, fois 5, fois 7. Je fais la même chose avec 810. 810, je divise par 2. 405, je peux diviser par 5. Ça me fait du 81. Je peux diviser par 3, ça fait 27. Divisé par 3, ça fait 9. Divisé par 3, ça fait 3. Divisé par 3, ça fait 1. Donc la décomposition de 810 en produit de facteur premier, c'est 2 fois 1, 2, 3, 4. 3 puissance 4 et 5. Question 3. En déduire le nombre maximum de ballotins qu'Anne et Jean pourront réaliser, donner alors la composition de chaque ballotin. Donc la question qu'on voyait venir, hein. Ici, si je prends mes décompositions en produits de facteur premier, je vais les mettre les unes à côté des autres pour que vous voyez bien. Donc 630, je vais la décomposer comme ça. 3, 3, 5, 7. Je vais mettre celle de 810 juste en dessous. Donc 2, 3, 3, 3, 3, 5. Et là, je vais venir entourer les nombres, enfin les facteurs qui sont en commun dans les deux décompositions. Donc j'ai 2, j'ai 3, et j'ai encore 3. Là, j'ai plus de 3, par contre, j'ai un 5. Donc je vais pouvoir dire que je vais faire 2 fois 3 fois 3 fois 5 ballotins. Donc 3 fois 3, ça fait 9, fois 5, 45, fois 2, 90. Donc 90, c'est quoi? C'est le plus grand diviseur en commun. Diviseur commun de 630 et 810. Ça veut dire que c'est le plus grand nombre de ballotins que je peux faire. Donc je peux faire 90 ballotins. Et on me demande qu'est-ce que je vais mettre dans chacun des ballotins. Eh bien regardez, sur les 630 roses, il me reste 7. Donc je vais mettre 7 dragées de couleur rose. Et puis ici, il me reste 3 fois 3, ça fait 9. Donc je vais pouvoir mettre 9, c'était quoi? Des blancs. Donc là, j'ai la composition de mes ballotins et le nombre de ballotins que je peux faire.
On va passer à l'exercice 5. Alors, une histoire de triangle. On me donne plein d'informations sur la figure qui sont aussi présentes sur la figure, notamment les triangles rectangles, puisque les angles droits sont indiqués. On sait que CBE sont alignés, c'est peut-être important pour les angles. La figure n'est pas représentée en vraie grandeur, ça veut dire que si on vous demande de vérifier une longueur, vous ne pouvez pas le faire en la mesurant sur la figure. Première question me demande de montrer que BD est égal à 4 cm. Donc j'analyse la figure et je vois que sur le triangle CBD, j'ai un angle droit. Donc je vais le refaire ici. Il est dans ce sens-là. J'ai un angle droit ici. Et en plus, je connais deux autres longueurs. Donc là, j'hésite pas, je fais le théorème de Pythagore. 5 cm ici et 8,5 cm. Alors, comme je connais la grande longueur, c'est-à-dire l'hypoténuse, mais pas les deux autres, attention, ici, il va y avoir une soustraction dans le théorème de Pythagore. Donc, j'y vais pour la rédaction. Déjà, je n'oublie pas de dire que le triangle est rectangle. Je donne son nom. Donc, D et C. Donc, le triangle BDC est rectangle. Et rectangle en B. Ensuite, j'utilise le théorème de Pythagore. J'utilise le théorème de Pythagore. Je me lance dans le calcul. Donc, je sais que BD au carré, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une soustraction puisque c'est un petit côté. Donc, on va faire CD au carré moins CB au carré. Donc, BD au carré, ça va donner 8,5 au carré moins 7,5 au carré. Bon, là, je vais utiliser ma calculatrice pour le faire parce que ce n'est pas des nombres entiers comme tout à l'heure. Donc, 8,5 au carré moins 7,5 au carré. Ça me fait 16. C'est un nombre entier et un carré parfait. Donc, je ne vais pas avoir besoin de calculatrice pour trouver la racine carrée de 16. Puisque la racine carrée de 16, c'est 4. Et en plus, on me donnait la réponse dans la question, donc je ne peux pas me planter. Alors, dans la question 2, on me demande si les triangles CBD, donc celui que je viens de faire là, et BFE qui est en face, sont semblables. Donc, pour avoir des triangles semblables, j'ai deux façons de faire. Soit j'ai deux angles homologues égaux, soit j'ai des longueurs qui sont proportionnelles, et donc du coup, une situation de proportionnalité entre les longueurs. Donc ici, je connais un angle, donc je n'en connais pas d'autres. Et comme à ce moment de l'année, j'ai pas la trigonométrie, je ne peux pas en trouver un deuxième. Ici, j'ai bien un angle... Enfin, je ne sais pas si j'ai un angle droit, j'ai un angle de 61 degrés. Par contre, j'ai les trois longueurs. Et là aussi, donc je vais devoir regarder s'il y a une correspondance entre les différentes longueurs. Donc ce que je vais faire, c'est un tableau dans lequel je vais mettre les deux noms des triangles. Donc CBD, et puis le deuxième, BFE. Alors, je vais faire correspondre les côtés. Alors, pour les faire correspondre, il faut bien comprendre dans quel sens est orienté le triangle. Là, alors, c'est toute une intuition, hein, mais on est d'accord que là, c'est potentiellement l'angle de 90 degrés s'ils sont semblables, hein, puisque s'ils sont semblables, ils ont les mêmes angles. Donc, ça voudrait dire que la longueur ici, CB, elle correspond à BF. Potentiellement, ici, FE va correspondre à BD. Et puis, du coup, la dernière qui me manque, c'est CD avec BE. Donc, BE pour lui et CD pour lui. Ensuite, je vais mettre les longueurs à côté. Donc, CD, il fait 8,5. Alors, c'est tout en centimètres. Je ne vais pas mettre centimètres à chaque fois. BD, je viens de le calculer. Il fait 4. CB, il fait 7,5. Et puis dans l'autre triangle, on a BF qui fait 6, FE qui fait 3,2 et BE qui fait 6. Alors c'est pas 6, c'est 6,8. Hop. Maintenant, je vais regarder si le coefficient qui permet de passer de l'un à l'autre est le même sur les trois colonnes. Donc pour ça, je vais faire ma division. 7,5 divisé par 6 ici. Je vais regarder comment ça fait. Je vais faire 4 divisé par 3,2 ici. Et je vais faire 8,5 divisé par 6,8 ici. Donc, je fais mes trois calculs et je me rends compte en fait que ça fait à chaque fois 1,25. 1,25 ici, 1,25 ici et 1,25 ici.
Donc là, ça veut dire qu'il y a une situation de proportionnalité entre les longueurs des deux triangles, et donc du coup, les triangles sont semblables. Troisième question, je vais faire un peu de place. On me demande de vérifier que l'angle BFE est un angle droit. Alors BFE, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme les deux triangles sont semblables, hein, puisqu'on l'a dit dans la question 2, eh bien en fait, du coup, les angles sont égaux. Et comme le sommet B correspond au sommet F, via le tableau que j'ai fait juste avant, que je viens d'effacer, eh bien, l'angle est conservé. Donc en fait, il faudrait dire quelque chose du style les triangles sont semblables, donc on leur donne leur nom. Les triangles BFE et CBD sont semblables, grâce à la question d'avant, hein, semblables. Donc du coup, le sommet B correspond au F. Et comme il y a un angle droit, comme CBD doit être égal à BFE, bah forcément c'est un angle droit puisque j'avais un angle droit au départ dans le premier triangle. Max affirme que l'angle ACD, donc l'angle ACD qui est là, est un angle droit. A-t-il raison? Mais en fait oui, tout simplement parce que si je regarde le triangle CBD, donc celui-là, hop, qui a un angle droit ici, D ici et C ici. Il faudrait répéter ce que j'ai mis là, mais pour le sommet D. Parce que le sommet D, il correspond au E, donc qui est là. Sauf que sur le sommet E, là, l'angle il fait 61 degrés. Donc là, il fait 61 degrés. Ce qui fait que je vais pouvoir trouver lui, puisque la somme des angles d'un triangle doit faire 180 degrés. Donc je fais 180, j'enlève 90, j'enlève 61, ça va me faire 29 degrés. Donc lui, il fait 29 degrés. Et l'angle ACD, en fait, c'est un assemblage de deux angles. L'angle qui est déjà présent, qui fait 61, plus l'angle ACD que je viens, enfin BCD que je viens de calculer. Donc je vais écrire que ACD, c'est égal à ACB. Donc lui, il fait 61, hein, on le voit sur le dessin. Plus l'angle BCD, que je viens de calculer, qui lui fait 29. Et si je les assemble, bah, ça fait 90 degrés. Comment je le savais, en fait, avant de faire tous ces calculs? Bah, tout simplement parce que je sais qu'en fait, ces triangles ils sont tous semblables, quoi. Parce que là, j'ai 61, 61. Donc là, j'ai 29, 29. Et 29 plus 61, ça fait 90, puisque comme j'ai un angle droit, la somme des deux autres angles doit faire 90. 61, 29, là je revois 61, donc 61, 29, je sais que ça allait faire 90. On a fini sur l'exercice 5, on va passer au 6. Alors dans l'exercice 6, on est sur un programme de calcul qui nous est donné ici. Donc multiplié par 5, ajouter 4, multiplié par 2, enlever 8. Partie 1, on me demande de montrer que si 3 est le nombre de départ, on obtient 90. Bon bah là, on fait juste un calcul. Donc partie 1, première question. Alors, on y va pour 3. 3 fois 5. Ah non, pardon, il faut faire le carré du nombre d'abord. Donc 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. Ensuite, on fait x5, donc 9 fois 5, 45. Ensuite, j'ajoute 4, 45 plus 4, 49. Je multiplie par 2, 49 fois 2, ça fait 98. Et ensuite, j'enlève 8, 98 moins 8, ça fait 90. Donc j'obtiens 90. D'ailleurs, on me donne la réponse dans la question. Je ne peux pas me planter. Je vous conseille simplement sur ce genre de choses, quand vous présentez vos calculs, de bien mettre les calculs les uns en dessous des autres. Trop souvent, je vois des trucs comme ça. C'est-à-dire ça. Hein. Je vous écris ce qu'il ne faut pas écrire. Hein. Donc 3 au carré, 9. Fois 5, 45. Plus 4, 49. C'est tentant hein, de faire ça, parce que ça va plus vite. Hein. Mais c'est complètement faux, puisqu'en maths, les égales... C'est-à-dire là j'ai un égal, là j'ai un autre égal, là j'ai un autre égal. Ça veut dire que ce truc-là est égal à ce truc-là, qui est égal à ce truc-là, qui est égal à ce truc-là. Donc ça veut dire que 3 au carré égale 9.
49, pardon. Et donc, évidemment, c'est complètement faux. Donc ça, ne le faites pas. C'est vraiment un mauvais style, mauvais œil, mauvais style à voir dans une copie quand on corrige. Question 2. Un élève choisit 2 comme nombre de départ et un autre élève choisit -2, montre qu'ils doivent obtenir le même résultat. Bon, bah, on fait le calcul de la même façon. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, 4 fois 5, ça fait 20. J'ajoute 4. 20 plus 4, 24. Je multiplie par 2. Ça fait 48. J'enlève 8. Et ça fait 40. Je fais la même chose avec -2. Bon, là, l'erreur, évidemment, ça va être de faire -2 au carré comme ça. Si vous faites -2 au carré comme ça veut dire que le carré ne fonctionne que sur le 2. Et du coup, ça fait -4. Sauf que si on vous demande de mettre le nombre au carré, il faut l'écrire comme ça, avec des parenthèses. Et du coup, ça fait -2 fois -2. Il y a 2 signes moins. Donc ça fait pas -4, ça fait +4. Donc à partir de là, j'ai la même chose. Est-ce que ça vaut le coup de refaire la même chose? Pas forcément. Bon, je vais le faire, mais je vais réécrire la même chose puisque je refais x5. Je refais +4. Je fais x2. Et j'enlève 8 et ça revient au même. Évidemment, l'élève qui oublie les parenthèses, il obtient -2 au départ, et enfin -4 ici, et c'est tout faux. Surtout si vous le tapez à la calculatrice. Vous voyez ici que sur ce genre de choses, la calculatrice, elle vous dessert en fait. Elle va vous faire une erreur, surtout si vous ne mettez pas les parenthèses. Question 3. Si on nomme x le nombre de départ, montrez que le résultat du programme, c'est 10x carré. Ben, allons-y, je ne sais pas si j'aurai la place. Donc, x c'est le nombre de départ. Je l'ai mis au carré, donc x carré. Je le multiplie par 5, donc 5x carré. Ensuite, j'ajoute 4, 5x carré plus 4. Ensuite, je multiplie par 2 tout ça. Donc, ça fait 2 fois 5x carré plus 4. Ici, le 2 va se distribuer. Donc, ça va donner 10x carré plus 8. Ensuite, on enlève 8. Et donc, si je fais -8, 10x carré plus 8 moins 8, bah, il n'y a plus de 8, ça s'en va, il reste 10x carré. Donc là, vous le présentez comment? Vous le présentez étape par étape comme vous avez fait là, les uns derrière les autres. Et à la fin, vous voyez qu'on tombe sur le 10x carré, il n'y a même pas besoin d'écrire de phrase réponse. Voyons voir la partie B. Donc dans cette partie, j'ai un élève qui cherche à obtenir, à retrouver le nombre qu'il a mis au départ dans le programme pour obtenir 30. Donc pour ça, il représente la fonction qui a x associé 10x carré, qui correspond au programme de calcul qu'on a trouvé dans la question 3. Et donc la courbe, elle ressemble à ce qu'on a là sous les yeux. Donc, à l'aide du graphique, déterminer une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction f, ne pas justifier. Donc là, on cherche en fait un antécédent de 30 par la fonction f. Alors évidemment, sur l'ordinateur, ça va être compliqué, mais lorsqu'on a le sujet, on peut zoomer, regarder un peu plus près, et ici, chercher en fait ce qui va correspondre ici à 30. Donc là, si on regarde, on doit être entre un 6 et un 8. Donc on doit être à un 7, un peu plus loin que 1,7. Donc là, on va accepter. Alors, comme l'échelle n'est pas précise ici sur le papier, évidemment, lors de la correction, si vous donnez un 7, même si c'est un peu plus loin, on va vous l'accepter. Donc, c'est entre 1,7 et 1,8, quelque chose comme ça. Je dézoome. Alors. Ensuite, je continue. On me demande, l'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent positif trouvé à la question précédente. Pour cela, il utilise une feuille de calcul dont l'extrait est donné ci-dessous. Donc la feuille de calcul, elle est ici. Donc ici, on va chercher ce qui se rapproche le plus de 30. Et vous voyez qu'effectivement, donc là, la question c'est, elle n'est pas là. Quelle formule a-t-il entré dans la cellule B2 afin de la tirer vers le bas, ne pas justifier? Donc là, comme ici, on obtient le résultat pour le nombre de départ qui est ici, évidemment, on a fait, donc c'est la question 2, 10x carré. Sauf que là, on ne peut pas écrire 10x carré puisque c'est une formule de tableur. Donc, par exemple, pour trouver 25,600 qu'il y a ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 1,60 au carré fois 10. Sauf que ça non plus, on ne peut pas écrire puisque ce n'est pas une formule, c'est un calcul. Donc, je vais écrire la cellule dans laquelle se trouve le 1,60, donc la A2. Donc, on a fait A2 au carré. Alors, au carré, je peux pas... Enfin, si vous l'écrivez comme ça, on va vous l'accepter, mais normalement, sur le tableur, c'est chapeau
2 pour dire au carré. Puis ensuite, on a fait 10 fois ça, donc 10 fois ça, et le multiplier au tableur, c'est une petite étoile. Pour dire que c'est une formule, il faut commencer par un égal, et donc du coup, la réponse attendue, c'est ça, égale 10 fois A2 chapeau 2. Donc on a fait 10x carré finalement, mais avec A2. Et si on étend cette formule vers le bas, eh bien ça fait le calcul pour toutes les valeurs qui sont à gauche. Ça, c'était la A. La B. Donc, dans ce tableau, quel est le nombre de départs donnant le résultat le plus proche de 30 ? Donc là, j'étais en train de regarder. Le plus proche de 30, ça va être le 29,929. Donc c'est 1,73. Donc c'est 1,73. Vous voyez qu'on n'aurait pas pu trouver la valeur tout à l'heure puisque c'était entre 1,7 et 1,8 sans savoir précisément combien c'était. Donc 1,73, c'est très bien comme approximation. Pourquoi je n'ai pas dit 1,74 ? Tout simplement parce que 1,73 me donne 29,929. L'écart avec 30, ça va être quelque chose comme 0,071. Alors que si je donne 1,74 qui me donne 30,276, bah là, l'écart avec 30, ça va être 0,276, c'est-à-dire un écart qui est plus grand que celui-là. Donc, il faut prendre 1,73. Question 3. Déterminer la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève. Donc là, ça revient à résoudre une équation, puisque je sais que la fonction, c'est 10x carré, et 10x carré doit être égal à 30. Alors, c'est le type d'équation qu'on ne croise pas souvent au collège, puisqu'il y a du x carré. Donc, on va la résoudre de manière classique, c'est-à-dire on va essayer d'avoir x qui se retrouve tout seul. Donc déjà, des x carrés, je vais essayer d'en avoir qu'un seul. Donc, je vais diviser par 10 des deux côtés pour en avoir qu'un seul. Donc, ça veut dire que x carré doit être égal à 30 divisé par 10, c'est-à-dire 3. Et puis, bon, bah, c'est comme pour le théorème de Pythagore, quand tu as un x carré et que tu recherches la valeur du nombre, bien en fait, tu vas chercher la racine carrée de ce nombre. Donc, x doit être égal à la racine carrée de 3. Et donc, si tu fais la racine carrée de 3 avec ta calculatrice, tu vas trouver 1,73. Donc, à peu près 1, 7, 3, 2, 0, 5, etc. Donc, on n'est vraiment pas proche de ce qu'on a trouvé avec le tableau et avec le graphique. Alors, je précise 2-3 choses. Ici, il y a écrit valeur exacte. Valeur exacte, ça veut dire que la réponse qu'on attend, c'est racine carrée de 3. Puisque ça, c'est pas une valeur exacte, c'est environ, et puis j'ai mis des pointillés parce que ça continue après la virgule. Je précise autre chose également que j'ai pas fait ici, mais il y avait écrit l'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent, sachant qu'en fait des antécédents, il y en a deux. Comme on l'a vu dans la question avec le 2 et le moins 2 ici, dans la question 2, en fait, il y a deux antécédents qui donnent la même image. Et ça se voit ici sur la courbe, parce que si je cherche un nombre qui me donne 30, en fait, j'en trouve un ici à droite, mais il y en a un autre ici à gauche qui est la même valeur, mais avec un moins devant. C'est-à-dire que racine de 3 donne une valeur qui va me donner 30, mais moins racine de 3, c'est-à-dire moins 1,73205 va aussi me donner 30 avec le même programme. Tout simplement parce qu'on a un x carré, donc du coup qu'on mette un moins ou pas, ça ne change rien. Ok, on en a fini avec l'exercice, c'était le 6, on va passer au 7. Alors, la Terre. Dans cet exercice, on me demande dans la première question de trouver les coordonnées de Fort-de-France sur le planisphère, donc la latitude et la longitude. Donc la latitude, c'est le déplacement nord-sud. Donc là, on sait qu'on se retrouve au nord, puisque l'équateur est ici et on est au-dessus. Donc on va être au nord de l'équateur. Si je zoome un peu, on voit qu'on se situe entre la ligne des 10 degrés et la ligne des 20 degrés. Donc, on va viser à peu près au milieu, on va dire 15 degrés. Donc, en latitude, on va mettre 15 degrés nord. Et pour la longitude, ici, on est proche du 60 degrés. Donc, on va mettre un petit peu plus, donc 65 degrés. Ici, on est, donc par rapport au méridien de Greenwich, de 0 degré, on est à gauche, côté ouest, il y a la flèche ici. Donc, on va mettre 60 degrés à l'ouest. Question numéro 2. Donc dans la question 2, on cherche à savoir
la moyenne des distances... Non, pardon, je dis des bêtises. Dans la question 2A, on cherche à montrer que le bateau Link Out met 2 jours 11 heures et 54 minutes de plus que le bateau primordial pour effectuer son parcours. Donc, on regarde où ils sont dans le tableau. Donc, le premier, le plus rapide, va mettre 15 jours. Donc, 15 jours, 13 heures et 27 minutes. Et l'autre met 18 heures, 1 heure et 21 minutes. Donc, l'objectif, c'est de savoir combien de temps il y a d'écart entre les deux. Donc, je vais tout de suite faire ça. Alors, pour me simplifier la tâche, je vais faire des espèces de petits bonds, on va dire, temporels, pour arriver à 18 jours, 1 heure et 21 minutes. Donc, je vais m'occuper des minutes. Je vais ajouter 33 minutes pour arriver tout de suite à 14 heures 00 et 15 jours. Ensuite, je vais faire un jour entier en ajoutant encore 10 heures. Ici, plus 10 heures, donc ça va me faire 24 heures, c'est-à-dire 16 jours. Et puis après, comme il me faut 18 jours, 1 heure et 21 minutes, bah, tout simplement, je vais rajouter plus 2 jours. 2 jours, 1 heure et plus 21 minutes. Donc, et là, j'arrive donc aux 18 jours, 1 heure et 21 minutes. Donc finalement, j'ai ajouté au total 21 minutes ici, plus 33, ça me fait bien les 54 minutes que je cherchais. J'ai ici 10 heures, plus encore 1 heure ici, ça me fait bien 11 heures. Et puis du coup, j'ai 2 jours ici, donc 2 jours, 11 heures et 54 minutes. Très honnêtement, si vous le présentez sous forme d'un schéma comme ça, on peut que vous le compter juste, hein. Voyons voir la question B. Alors, dans la B, on me demande de calculer la moyenne des distances parcourues par l'ensemble des 75 bateaux et on me demande d'arrondir la distance à l'unité près. Donc, la distance parcourue par les bateaux, c'est la colonne qui est ici. Il ne faut pas oublier de multiplier par le nombre de bateaux à chaque fois, hein, c'est une moyenne pondérée. Donc, on va écrire notre calcul de moyenne, c'est-à-dire 43 bateaux qui ont fait 4600 milles, plus 7 bateaux qu'on en fait 5800, plus 20 bateaux qu'on a fait 5800, plus 5 qui en ont fait 7500. Donc on additionne tout ça, on regarde combien ça fait. Puis ensuite ce résultat, on va le diviser par le nombre de bateaux, c'est-à-dire 75, et ça va me donner ma moyenne. Je vais faire le calcul en off. Alors j'ai trouvé 391 900 milles, que j'ai divisé donc par 75, ça me donne 5225,3, sachant qu'on voulait arrondir ça à l'unité, et comme il y a un 3 après, on va laisser le 5 et se débarrasser du 3. Donc la réponse c'était la distance moyenne parcourue par l'ensemble des 75 bateaux est de 5225 milles. Voyons voir la suite. Dans cette question, donc on parle de vitesse moyenne. On me donne la vitesse moyenne du bateau Redman. Et en gros, on me demande de calculer la vitesse moyenne du Maxi Edmond. Parce qu'il est censé avoir été 2,2 fois plus rapide. Donc, on va déjà tout convertir en heures, puisque la vitesse moyenne, elle est en miles par heure. Donc, on y va. Donc, c'est le Maxi Edmond qui a fait 16 jours, 1 heure et 48 minutes. Donc, 16 jours, on va faire 16 fois 24 pour avoir le nombre d'heures. Donc, hop, je le fais à la calculatrice pour gagner du temps. Alors, attendons, 16 fois 24, pouf, ça fait 384. Ensuite, donc, il y a 1 heure et 48 minutes. Alors, 48 minutes, pour le transformer en heures, il va falloir faire 48 divisé par 60. 48 divisé par 60, ça fait 0,8. Donc 48 minutes, ça fait 0,8 heures. Plus 1 heure, puisqu'il y avait 1 heure et 48 minutes. Donc si j'additionne tout ça, ça va me faire une durée de 385,8 heures. Ça, c'est le temps de parcours du Maxi Edmond. Il a fait 7500 miles.
Enfin, je dis miles, mais c'est les milles nautiques. En 385 heures,8. Donc, vous connaissez la formule de la vitesse moyenne, hein, distance divisée par temps. Mais il faut que ça soit dans les bonnes unités, c'est pour ça que j'ai converti. Donc ici, on va faire 7500 divisé par 385,8. Et ça va me donner la vitesse moyenne en milles par heure. Donc 7500 divisé par 385,8. Ça fait à peu près, comment je vais arrondir ça? Ça fait du 19,44 milles ou miles par heure. Oui, c'est ça, par heure. Alors, il fallait comparer ça avec le 8,7 miles par heure. On me dit que ça fait 2,2 fois, c'est 2,2 fois plus vite. Ben, on va essayer de regarder ça. Donc, on va faire 19,44 divisé par 8,7. Alors, 19,44 divisé par 8,7. Ça me donne à peu près, oui, 2,23. Donc à peu près 2,23 plus rapidement. Donc c'est plutôt correct comme estimation de 2,3. 2,2 si j'arrondis en enlevant le 3, quoi. Donc je peux faire ça en fait. Fois plus rapide. La D. Voyons voir. Alors, on me dit que le bateau de catégorie Ocean 50 a parcouru à peu près le quart du périmètre de l'équateur de la Terre, sachant que le rayon de l'équateur est de 6370 km. Donc, ce qu'on est en train de te dire, c'est que le périmètre, en fait, le périmètre de la Terre le long de l'équateur, c'est un cercle, que ce cercle a un rayon de 6370 km. Donc déjà, on va calculer le périmètre de la Terre. Donc on va faire la formule du périmètre du cercle. Donc 2 fois pi fois le rayon, avec un rayon de 6370. Donc le périmètre de la Terre, ça va être 2 fois pi fois 6370. Donc je vais faire ça avec ma calculatrice. 2 fois pi. Alors pi, tac, tac, et tac. Donc ça fait approximativement 40 024 km si j'arrondis, puisqu'il y a un 8 après. Ah mince, vous voyez pas. 40 024 km. Tac. Ok, donc ça, je vais évidemment le diviser par 2, puisqu'on me parle de 1 quart. Donc je vais faire 40 024 divisé par 4, ce qui me fait 10 006. Donc on va faire 40 024 km divisé par 4. Ça fait 10 006 km. Donc ça, c'est le quart du périmètre de la Terre. Et maintenant, il va falloir comparer ça avec la distance parcourue par le Ocean 50. Donc le Ocean 50, c'est celui-là. Il a fait 5800 milles. Sachant qu'il y a écrit ici, je l'avais vu, que 1 milles, ça fait 1,852 km. Donc on fait ça fois 1,852 pour avoir le nombre de kilomètres parcourus par ce bateau. Bon là je mets beaucoup de calculs et j'ai pas mis beaucoup de phrases. En vrai sur la copie il faut en mettre quand même quelques-unes. Je vais vous montrer comment. Donc là ça fait 10 741,6 km. En vrai, c'est pas dérangeant de mettre tous ces calculs d'affilée, par contre, il va falloir expliquer après. Donc là, par exemple, il faudrait mettre une phrase pour dire le quart du périmètre de la Terre est de 10 006 km. Bon, ça fait référence à tout ce qu'on a fait là, hein. Et puis ici, donc là, il faudrait dire que un bateau Ocean 50 a parcouru environ
10 741,6 km. Et donc comme la question c'est est environ égal à un quart, bon on va pas chipoter, hein, 10 740 et 10 006, c'est à peu près la même chose, hein. Ah, j'ai un zéro de trop là, j'ai fait n'importe quoi. Donc on va dire que le journaliste a raison, donc on refait une phrase pour dire le journaliste a raison. Et on est content, on a fini notre exercice. Nous voilà arrivés au bout de ce brevet blanc donc, qu'on avait donné en janvier 2024. J'espère que ça vous aidera à passer le vôtre, que ça vous rassurera sur les choses que vous savez faire ou les choses au contraire que vous ne savez pas faire. En tout cas, moi j'y ai passé quand même pas mal de temps, donc j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout et que ça vous a aidé. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et puis on se revoit bientôt. Ciao!